Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Éco. Notre invité Sergueï Kolesnikov. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre Bergerot et merci de votre invitation. C'est un plaisir, cher professeur, puisque vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, spécialiste des relations internationales. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages. Dans la tête de l'oncle Sam en 2023, les BRICS, nouveaux maîtres du monde en 2024. On en avait déjà parlé tous les deux. Point d'interrogation. Point d'interrogation, exactement. Et puis le dernier dont on va parler dans un instant, le choc Russie-Occident. Un double éclairage économique et géopolitique que vous pourrez retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors, commençons avec vous, cher professeur. L'administration de Washington négocie toujours avec Kiev le plan de paix en 28 mesures du président Trump, mais Vladimir Poutine, dont l'armée continue de progresser sur le front, a expliqué que son pays n'avait pas besoin, en tout cas pour le moment, d'un accord de paix. De leur côté, les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, à l'instar du président Macron qui maintient l'idée d'une confrontation avec la Russie. Ce sont ses mots. Comment, ça sera ma première question, Sergueï Kolesnikov, Européens et Russes assument-ils le coût de cette guerre en sachant que les Américains sont déjà en train de se désengager de ce bourbier et que les Ukrainiens sont déjà à poil, on va dire? Alors effectivement, la guerre coûte cher et à l'Europe et à la Russie, bien sûr. Mais vous avez dit en commençant, je vais y revenir au aspect de la guerre, coût de la guerre, mais vous avez dit en commençant, Poutine ne veut pas la paix. Alors là, je voudrais quand même rétablir certaines choses. Poutine, ça fait au bas mot 15 ans qu'il est à la recherche d'une architecture de paix et de sécurité en Europe, mais que tous ces plans ont été systématiquement balayés par les néoconservateurs américains, les Biden et compagnie. Le dernier qu'il avait proposé en décembre 2021, juste avant l'invasion du territoire ukrainien. Voilà. Et il a reçu comme réponse de la part de Biden « It's none of your business », c'est-à-dire c'est pas tes oignons mon gars. Autrement dit, la sécurité nucléaire de la Russie, ça n'est pas l'affaire de la Russie. Et il délire, ce brave Biden. Il oublie que Kennedy, en son temps, lors de la crise des fusées de Cuba, avait dit aux Soviétiques, ou bien vous dégagez vos fusées de Cuba, ou bien c'est la guerre. Oui. Alors, il avait en face de lui, à l'époque, Khrouchtchev, qui était un homme intelligent, et il a enlevé les fusées. Poutine avait en face de lui un gars qui est complètement gâteux et débile, déjà, Biden, et qui s'est entêté. Et effectivement,
Alors maintenant, sur le coût de la guerre. Alors, il faut aussi préciser que si un cessez-le-feu intervenait aujourd'hui, la frontière s'arrêterait là où le front est actuellement. Or, semble-t-il, le président Poutine veut continuer d'envahir la totalité des oblasts qu'il convoite pour arrêter la frontière, justement, à la frontière géographique de ces oblasts. Oui, alors c'est pour ça que je suis revenu un petit peu en arrière sur les plans de paix qu'essayait d'établir Poutine avec les Américains avant la guerre, enfin, plan de paix, architecture de paix et de sécurité en Europe. C'est-à-dire que Poutine n'a pas oublié que la Russie a été trahie dès l'époque de Gorbatchev, quand les Américains s'étaient engagés à ne pas aller un pouce vers l'Est. Le secrétaire d'État américain James Baker. Or, Bill Clinton lui-même a trahi cela en invitant la Pologne, la Tchéquie et un troisième pays à, au contraire, rentrer dans l'OTAN. Et ensuite, en 2004-2007, il a avalé tous les pays de l'OTAN. OTAN, organisation dite défensive. Voilà, OTAN dite organisation défensive qui d'ailleurs n'avait plus du tout lieu d'exister. Le pacte de Varsovie étant dissous. Non, il n'y a plus d'ennemis. C'est pour ça qu'à l'époque de Herbert Bush et Gorbatchev, il s'agissait de transformer l'OTAN en une structure de coopération pacifique. Ouais. Voilà. Alors le coût de la guerre, Sergueï Kolesnikov. Ben, attendez quand même, parce que tout de même, il a été trahi à l'époque par Clinton. Il sera trahi par le Maïdan, lorsque les Américains vont installer Poroshenko au pouvoir et transformer la démocratie ukrainienne en un régime policier qui fait que toutes les libertés vont disparaître, l'opposition ne peut plus exister, et qui va vouloir fabriquer une espèce de, pour l'Ukraine de l'Est, une zone de sous-citoyens qui n'ont même plus le droit de parler leur langue. Hein. Ouais. C'est une espèce d'apartheid. Ensuite, Minsk II, trahison sublime, complète, avouée par Hollande et Merkel. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui... Gagner du temps pour réarmer l'Ukraine, voilà. c'est-il ? Alors aujourd'hui, ça va mal en Ukraine. Alors évidemment, Zelensky dit « Moi, je veux la paix ». Il a oublié qu'en 2024, à Burgenstock, il n'avait même pas invité la Russie dans son plan de paix. Hein. Alors, c'est vrai que le coût de la guerre... alors, on entend dire que la Russie était entrée dans une économie de guerre. Non, ça n'est pas vrai. Évidemment, le budget est lourdement grevé, et de plus en plus, puisque la guerre dure et devient de plus en plus énorme, quoi. Le budget est de plus en plus grevé par l'effort de guerre, mais ça n'atteint pas aux alentours du tiers, quoi. Quand j'entendais Monsieur le Président Macron qui disait que tout part dans la guerre, les Russes n'ont plus les moyens de fabriquer des automobiles ou des réfrigérateurs, ou etc. Il faut pas rigoler quand même. La Russie, ce que l'on ne comprend pas, et certainement pas Macron, dont je doute quand même de la culture générale qu'il a pu acquérir dans une école que j'ai bien connue, mais qui était en déclin absolu. Hein. Donc cette Russie, elle a été redressée. Cette Russie qui avait connu la descente aux enfers du temps de Yeltsin, avec une baisse du PIB de 50%, l'arrivée de la mafia, des oligarques, et puis les Américains qui contrôlaient la Russie parce que c'était comme un quartier de bœuf à la découpe, quoi. Eh bien... la Russie a été redressée par Poutine à partir des années 2000. Et la Russie, elle est tout simplement en train de bâtir sa société de consommation. Elle est en pleine 30 glorieuse.
Voilà. Nous, les 30 Glorieuses, ça a duré 30 ans. La Russie, ça fait 25 ans que ça dure, les 30 Glorieuses. Si vous allez en Russie, vous allez voir qu'il y a des automobiles partout, il y a des magasins de meubles, il y a des magasins d'électroménager, il y a des restaurants, des salons de beauté, etc. Obligés de se réindustrialiser qu'ils ont été avec les sanctions européennes dès 2014. Alors, bien heureuses sanctions qui ont obligé la Russie à produire d'une manière intérieure plutôt que d'importer. Faut pas oublier que la Russie ne partait pas de rien. Hein. La Russie avait connu sa révolution industrielle dès la fin du 19e siècle, là, sous l'empire du tsar Nicolas II. Hein. On va revenir sur les sanctions, mais concernant le coût de la guerre subi par les Européens, vous dites l'UE connaît un suicide assisté. Mais bien sûr, nous devions, c'était l'erreur de base des Occidentaux de croire que la Russie était faible, que son PIB c'était celui de l'Espagne, que en plus Poutine était détesté de son peuple et que donc dès que ça irait mal du point de vue économique, eh bien ça tanguerait et il serait obligé de s'aplatir assez vite. Bon. Alors, multiples aveuglements. La Russie est loin d'être faible. C'est la 4e puissance mondiale en parité de pouvoir d'achat depuis 2024. Elle est passée devant l'Allemagne et devant le Japon au moment même où Macron disait que la Russie était faible et que nous ne devions pas en avoir peur. Enfin, ça fait franchement... ça fait rigoler, mais d'un autre côté, avoir un président qui sort de telles âneries, ça fait froid dans le dos, parce que ça veut dire qu'il joue avec la guerre. Hein. Il a un côté un petit peu enfantin chez cet homme-là qui est catalogué comme psychopathe par Adriano Segatori. Hein, et bon, un psychiatre italien, oui. Il Macron ha sempre ragione. Hein, le Macron, il a toujours raison. Il peut pas avoir tort, il peut pas se planter, quoi. Ben justement, il s'est planté. Il n'est pas le seul, hein, parce que Biden s'est royalement planté. Ils n'ont pas été lucides du tout. Ils ont cru que la Russie était faible. Et ça leur a porté malheur, puisque dès le début de la guerre, et au lieu d'armer vraiment beaucoup l'Ukraine, ben, il l'a armé au compte-gouttes, en quelque sorte, en donnant des munitions, des chars, et puis des avions, et puis etc. Mais alors, vous nous expliquez, Sergueï Kolesnikov, donc que le niveau économique russe est haut, en tout cas en parité de pouvoir d'achat, il serait supérieur à celui de l'Allemagne, mais la croissance russe était de plus de 4% en 2023, en 2024. Elle est retombée cette année, premier trimestre 1,4, deuxième trimestre 1,1. Comment vous expliquez cette chute assez faramineuse ? Voilà. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle en économie la conjoncture. Hein, la conjoncture. Sur les trends, le mouvement long, la croissance russe, c'est du 3-4%, c'est-à-dire ce que la France faisait après la Deuxième Guerre mondiale pendant les 30 Glorieuses, justement. Aujourd'hui, la croissance connaît, mais par rapport à la croissance européenne qui est à peu près zéro, quoi, faut relativiser. Mais toujours est-il que, c'est vrai, je ne veux pas dire que les problèmes russes de l'économie russe n'existent pas, mais tout simplement, ils étaient liés à la surchauffe, au suremballement de l'économie russe à cause de cette manque de main-d'œuvre essentiellement. Quand l'économie cherche à produire trop et qu'elle n'en a pas les moyens, enfin, suffisamment de moyens financiers, suffisamment de moyens en main-d'œuvre, notamment ces moyens en main-d'œuvre, ça va être aggravé par la guerre, évidemment, qui vont retirer des industries des tas de gens qui auparavant étaient dans l'appareil productif. Alors, cette surchauffe a entraîné une inflation phénoménale, extrêmement importante, qui a fait réagir
Natalia, je ne sais plus comment elle s'appelle, Boudjakova ou un truc comme ça. Elvira Nabiullina, qui est la présidente de la Banque centrale russe, qui a baissé son taux directeur de 1% en octobre. Il était à 18, il est passé à 17, vous voyez, c'est énorme, quoi. Donc elle, c'est son boulot, hein. Elle est chef de la Banque centrale, elle fait comme le faisaient les Américains, inflation trop forte, hop, on monte les taux d'intérêt pour faire descendre l'inflation. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, hein. L'inflation redescend. Non, je pense que c'est donc conjoncturel. Et que l'économie russe va pouvoir repartir. Il ne faut pas oublier non plus qu'actuellement, tout se combine. Les prix du pétrole sont orientés un petit peu plutôt à la baisse. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un surcroît d'offres en réalité. Alors ça, c'est un petit peu peut-être l'effet des sanctions. On va y revenir dans un instant, mais il faut préciser aussi que l'économie russe, en plus d'être dollarisée, est très désendettée. En tout cas, elle ne connaît pas un taux d'endettement tel qu'on le connaît en France, puisque selon le Centre pour analyse et stratégie en Europe, la dette publique de la Russie devrait atteindre 17,7% du PIB d'ici la fin de l'année. Donc en général, c'est vrai que on peut remarquer que les Occidentaux, quand ils voient qu'un pays se désendette, en général, le chef de l'État est pris pour un dictateur. Quand on ne dépend pas de la banque, on est un dictateur. Voilà. Alors ça fait rêver, effectivement, 17% par rapport à l'Europe, l'Occident qui était endetté au-delà de 100% du PIB. Non, les finances de la Russie sont saines. Il y a un accroc passager. Il y a surtout un manque de main-d'œuvre dû à la guerre. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas le cacher, ça pèse sur les retraites servies aux personnes âgées, ça pèse sur l'inflation qui râpe un peu le pouvoir d'achat des Russes, c'est évident. Mais enfin, nous, je vous rappelle que pendant qu'on dit ça de la Russie, les consommateurs européens, eux, alors c'est la ceinture, ils n'ont plus parfois de moyens de se chauffer parce que le prix de l'énergie a bondi 4 fois plus, l'électricité aussi, les produits alimentaires également. Donc ils sont face à une inflation qui fait que certains commencent à ne plus manger de viande, moins qu'avant, en moyenne. Hein. On ne se chauffe plus, l'embauche est extrêmement difficile, la croissance elle est nulle. Quand les perspectives ne sont pas à la récession, l'économie allemande est complètement sinistrée. L'économie française bat les records de fermeture d'entreprises. Donc la crise, elle est chez nous, beaucoup plus. D'ailleurs, c'est ce que un petit peu chaque fois qu'il y a une guerre, c'est comme ça, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps. On pense que nous sommes beaucoup plus forts, comme disait Macron, ou avant même lui du temps de séjourner, qui disait il ne faut pas avoir peur, la Russie c'est un pays faible, nous sommes beaucoup plus forts. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est la Russie qui est un pays faible et c'est l'Europe qui est un... C'est la Russie qui est un pays fort. C'est la Russie, qui est un pays fort et c'est l'Europe qui est un continent faible et qui va s'écrouler. Et c'est pour ça que électoralement, il y a une vague dégagiste qui se prépare et qu'on va voir arriver entre 2026 et 2029. Oui. Alors vous nous disiez, Sergueï Kolesnikov, pour revenir à ces sanctions, à leurs effets, que celles qui avaient été prises par l'Occident à partir de 2014 avaient eu un effet positif, encourageant la Russie à relocaliser, à développer son industrie. Mais fin octobre, l'UE a adopté un 19e paquet de sanctions contre la Russie. Les États-Unis ont activé le 21 novembre leur nouvelle vague de sanctions contre le pétrole russe. Alors est-ce que toutes ces sanctions, finalement, n'ont pas d'effet, ne commencent pas à avoir d'effets un peu difficiles, dévastateurs sur l'économie russe? Alors, sur l'économie russe, non, ça engendre des difficultés, effectivement, pour trouver des voies détournées de vendre ce pétrole de manière un petit peu, comme on dit, avec les faisceaux fantômes, avec des circuits détournés, pour que la Chine, l'Inde continuent à l'importer sans le dire.
récemment, on entendait dans les médias, voilà, qu'il y a... Pourquoi sans le dire? Parce que la Russie, l'Inde et la Chine ne se cachent pas d'acheter le pétrole aux Russes. Oui. C'est vrai que je suis moi-même pris par la propagande, la propagande des médias. Et c'est vrai que Trump, qui croyait pouvoir faire plier la Chine, s'est pris complètement un vent, quoi. Et c'est l'inverse qui s'est passé. La Chine a dit, moi, je fais ce que je veux, l'Inde aussi. À propos de l'Inde, la Chine, c'est pareil. Il y a un éléphant dans le salon, il s'appelle les BRICS. C'était mon dernier bouquin. Personne ne l'a vu venir. Et les Occidentaux continuent de raisonner en termes de monde avec deux pôles, la Russie et l'Occident. Alors que le monde est déjà multipolaire aujourd'hui. Et ça, ils ne le voient pas. Ils pensent que... si on se met, par exemple, comme l'avait fait Macron, il avait invité Narendra Modi, l'Indien, au 14 juillet, je crois que c'était l'an passé, il lui avait vendu des Rafales au passage. Enfin, lui, il pouvait payer ses Rafales. C'est pas comme Zelensky, parce que si... Zelensky, c'est nous qui allons lui payer ses Rafales. Il pensait que si on se met l'Inde dans la poche, elle va se détacher de la Chine. Mais c'est ne pas comprendre ce que c'est que les BRICS. Les BRICS sont autonomes et souverains. Ils peuvent passer des contrats avec l'un, l'autre, le troisième. Ça s'appelle le multilatéralisme. Ça s'appelle tout simplement le multilatéralisme. Voilà. Les BRICS, on ne comprend pas que ce qui les réunit, c'est de vouloir tous échapper à une domination américaine qui n'a plus lieu d'être. C'est l'ordre westphalien, quoi. C'est le respect des souverainetés d'autrui. Voilà, tout simplement. Et la Russie, qui a la première levé le fanion de la liberté, de l'autonomie, de dire face aux États-Unis, stop, maintenant, on va se défendre. Eh bien, les BRICS ont ovationné la Russie. Elles sont tous rangées du côté de la Russie et non pas du côté de l'Occident. Et la deuxième chose qui réunit les BRICS, alors là, personne ne le comprend, c'est cette volonté d'aller vers la modernité tout en conservant leurs valeurs traditionnelles. Parce que nous, on est toujours dans un post-marxisme abattardi, ce qu'on appelle le progressisme, et nous pensons qu'il n'y a qu'une seule voie de l'histoire, comme le disait Fukuyama finalement en 1992, et que cette voie de l'histoire passait par un progressisme. Aujourd'hui, le progressisme woke, LGBT forcément. Eh bien non, les BRICS, ils ne veulent pas de la culture LGBT, ils ne veulent pas de la culture woke, ils ne veulent pas du féminisme tel que nous l'avons montré lors de la journée inaugurale des Jeux Olympiques, voyez-vous. Alors en plus de son désendettement, la Russie, contre ces sanctions occidentales, peut compter sur deux outils, son fonds souverain et sa réserve de change. Où en sont ces deux outils, justement ? Le fonds souverain, il est fait pour être utilisé lorsqu'il y a justement un problème conjoncturel. Dès que ça va mieux et que les rentrées budgétaires se renouvellent... Le pétrole, le gaz... Voilà. Eh bien, le fonds souverain se rétablit. Voilà. Donc, la Russie est très habilement et convenablement gérée. Peut-être que la Banque centrale en fait un peu trop. Les milieux industriels russes attendent avec impatience que l'on desserre davantage la vis sur les taux d'intérêt. Oui. Et alors, donc, vous évoquiez tout à l'heure cette vision occidentale d'une Russie faible. Vous l'écrivez dans votre ouvrage. Obama, il y a quelques années, parlait de la Russie comme d'une station à essence qui vend des armes. Comment vous expliquez ce décalage entre ce qu'ils imaginent et la réalité ? Alors là, Pierre, vous êtes en plein dans un nœud du sujet, un nœud très important. C'est vrai que Obama a dit cette bêtise en 2016. La Russie serait une station-service qui vend des armes. Elle ne sait rien produire d'autre.
C'est exactement ce que vient de dire Macron il y a encore quelques semaines. Elle est incapable de produire des biens autres que... Enfin, elle est obligée d'arrêter tout pour l'armement et rien pour les urnes. Alors, effectivement... Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que la Russie, c'était la première, la seule, à vouloir se dresser contre l'impérialisme américain rampant vers lequel nous avons accepté de faire acte de vassalisation lorsque Sarkozy a reconnu, a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Et nous avons accepté de servir la politique américaine. Le seul qui n'a pas accepté cela, parce que Poutine, à l'origine, voulait rentrer dans l'OTAN. Mais les Américains ont dit non. Les Américains, sans doute poussés par le complexe militaro-industriel, qui ont besoin toujours d'un ennemi pour vendre leurs canons. Donc... les Américains ont trouvé face à eux un Poutine menaçant. Bon, en 2007, lors du sommet de Munich, on pensait qu'il avait fini son second mandat et qu'il s'énervait un peu avant de partir en beauté. Mais c'était pas ça du tout. En réalité, Poutine avait dit clairement, et les Américains vont vite le comprendre, qu'il n'accepterait tout simplement pas cette montée en puissance de l'Occident. Cette menace avançant vers l'Est. Ouais. Parce que à chaque fois que les pays de l'Est rentrent dans l'OTAN, à chaque fois, il y a des bases militaires qui s'approchent de la Russie. Et Poutine a dit, fort justement, c'est pas la Russie qui va vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui va vers la Russie. Alors, après, en 2008, les Occidentaux ont tellement mal compris ça qu'en 2008, ils ont utilisé leur petite marionnette Saakashvili, qu'ils avaient mise au pouvoir en dégageant l'autre, celui qui était chez Vernadze, pour attaquer l'Ossétie du Sud. Tout le monde dit que c'est Poutine qui a attaqué la Géorgie. Mais attendez, il y a eu une conférence internationale, une enquête internationale qui a rendu compte, un an après, que c'était effectivement la Géorgie qui avait attaqué la Russie et pas du tout l'inverse. Donc, les signaux n'ont pas été compris par l'Occident. Alors, vous faites un double éclairage économique et géopolitique, c'est le titre de votre ouvrage, Sergueï Kolesnikov. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce fameux plan Trump de paix en Ukraine, 28 mesures. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je vous disais au début, Poutine, ça fait très très longtemps qu'il demande la paix. Maintenant qu'il est en train de gagner la guerre, alors là, un petit aparté sur ce que racontent les bêtises que racontent nos généraux de plateau, fussent-ils étoilés, ils me parlent comme des comiques troupiers, voyez-vous, parce qu'ils disent la Russie a mangé 20% de l'Ukraine et n'arrive pas à aller plus loin. C'est oublier que, d'une part, le but de la Russie n'est pas d'envahir l'Ukraine, c'est de démilitariser l'Ukraine. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire. L'armée ukrainienne est là et elle est en train de se faire massacrer. Donc, c'est pas la peine d'avancer très vite, parce que Poutine, lui, il économise ses soldats. On manquait déjà de main-d'œuvre. Quand on entendait des pitres, enfin, je ne vais pas les nommer parce que c'est triste quand même, mais qui disaient, oui, la Russie peut envoyer des vagues d'assaut. Ils confondent avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est pas du tout pareil. Là, à peine vous avez mis le pied dehors, vous avez fait 3 mètres, vous avez un drone qui vous tombe dessus. C'est pour ça que cette guerre ne ressemble à nulle autre. Mais enfin, sur la situation militaire est telle que Kiev est au bord de la capitulation. En réalité. Est-ce que les Américains, Sergueï Kolesnikov, ont les moyens aujourd'hui de faire évacuer le président Zelensky ? J'entendais sur X le témoignage de cet ancien conseiller au Pentagone, Douglas McGregor, qui explique que les responsables américains se prépareraient à l'évacuer.
vers un autre pays. Douglas MacGregor, alors lui c'est un général qui parle bien, ça ferait bien de l'inviter de temps en temps en visioconférence sur BFM TV ou LCI pour avoir un autre son de cloche que la pensée unique. Pensez qu'on va voir un jour Zelensky décoller dans un hélicoptère un peu comme Ceausescu, évacué de force Ça c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, à moins qu'il y ait une révolte de palais et qu'on voie sous un coup Zelensky conduit aux arrêts, parce que le peuple ukrainien, il n'en peut plus. Réellement ? Ah ben bien sûr, le peuple ukrainien, il a voté Zelensky parce que Zelensky lui promettait la paix, parce que ça faisait 8 ans de guerre civile dans laquelle était engagée l'Ukraine. Il promettait la paix et il promettait la prospérité et la lutte contre la corruption. Ouais. Bon, ils ont eu exactement l'inverse. Ils ont eu la guerre. Alors, ils ont eu la guerre parce que quand Zelensky est arrivé au pouvoir, il disait, moi, vous savez comment il est arrivé au pouvoir, il faisait partie d'une série qui a très très bien marché, Serviteur du peuple. C'était un petit prof d'histoire géo qui devenait président de la République. Et en tant que ancien animateur et comédien, il s'est très bien passé à l'écran. Et quand il a continué à aller sur le front, faire jouer de la musique pour les soldats, il s'est rendu compte de son immense popularité auprès de la jeunesse. Donc finalement, il s'est dit, bon ben ok, on va tenter le coup, et il est devenu président de la République dans un raz-de-marée. Il a été porté par environ 3/4 des votes contre Poroshenko, qui s'est pris un vent gigantesque. Poroshenko, il n'avait rien à proposer sinon que le retour dans la crise, dans l'austérité, etc. Alors que Zelensky faisait rêver. Mais il n'a pas fait rêver longtemps parce que lui-même, il rêvait, Zelensky. Il ne comprenait pas qu'il était aux mains des Américains qui finançaient matériellement le régime ukrainien qui était en perpétuel déficit, au bord de la faillite en permanence. Il était aux mains des oligarques qui l'ont fabriqué. En l'occurrence, c'était Kolomoïski qui a fabriqué Zelensky par le cinéma, par cette fameuse... C'est son producteur. C'est son producteur. Et il était ensuite aux mains de son entourage de néo-nazis que en Europe, on cherche à minimiser. Alors là, j'avais une chose que je n'avais pas dite tout à l'heure, une question que vous m'avez posée. Ces néo-nazis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce que depuis que Poutine a décidé de tenir la tête aux Américains, immédiatement le soft power américain, c'est-à-dire les fondations pour la paix, pour la démocratie, pour la prospérité, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est joli, mais qui sont curieusement financés par les vendeurs d'armes, c'est-à-dire que c'est l'inverse du but affiché, eh bien ils ont commencé à faire une propagande éhontée du anti-russe, du racisme à l'état pur. C'est ce qui explique le bouquin de Guy Métan, dans une guerre de 1000 ans. C'est pour ça, nous, nos journalistes qu'on voit sur les plateaux de télévision, non, c'est pas leur faire injure que de leur dire qu'ils n'ont pas forcément une grande culture générale. Ils sont pas tous agrégés de sciences sociales, si je peux me permettre ce petit clin d'œil. Donc, ils prennent leurs éléments de langage auprès des grandes fondations, des grands instituts de recherche, qui eux-mêmes sont alimentés par le lobby des armes américains. J'aimerais qu'on termine cet entretien, Sergueï Kolesnikov, en évoquant l'avenir de l'Ukraine et puis ensuite l'avenir de l'Union européenne. Mais d'abord, donc, l'avenir de l'Ukraine, il semblerait que le sous-sol ukrainien regorge de minerais intéressants, de terres rares. Un sénateur américain, Lindsey Graham, estime ces ressources à 10 000 milliards de dollars. Alors, à qui va revenir cette manne
Les Ukrainiens vont-ils en profiter? Lindsey Graham, c'est la rapacité du capitalisme américain personnifié. Alors effectivement, là, l'Ukraine, c'est potentiellement très très riche. On la connaissait pour ses terres agricoles extrêmement riches. L'Ukraine, c'était le grenier à blé du temps du tsar de toute l'Europe. Eh bien, Monsanto, Cargill et un troisième dont j'ai oublié le nom de ces grandes multinationales américaines ont déjà acquis des terres agricoles. BlackRock est engagé. BlackRock, lui, ce qui intéresse, c'est la reconstruction du point de vue immobilier. Trump, lui, a vraisemblablement négocié un accès vers les terres rares en contrepartie de tout l'argent qu'il a déversé dans la caisse sans fond de l'Ukraine. Donc effectivement, alors l'Ukraine, moi, mon père est né à Kiev. Vous savez, moi, l'Ukraine, mon cœur souffre parce que l'Ukraine, c'est... Enfin, l'Ukraine, moi, ma Russie, c'est celle des tsars. Donc, l'Ukraine, c'était comme on dit en Russie, Ukraine, c'est la frontière. L'Ukraine a toujours été soit polonaise, soit russe. Bon, alors maintenant, les Américains ont fait tellement de bêtises qu'ils vont voir que finalement, Poutine va reprendre ce qui lui appartenait, ce qui appartenait à la Russie de longue date, c'est-à-dire Novorossiya, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie. Tout ça, ça a été fondé par Catherine II la Grande. Kherson, c'était fondé par Catherine II. Mariupol, c'était fondé par Catherine II. Sébastopol aussi. La Crimée était russe depuis... Ça me fait rigoler quand on parle d'annexion de la Crimée. Enfin, on n'a pas le temps de creuser, mais ça vaudrait le coup. Parce que la Crimée est russe. On parle d'annexion de la Crimée, alors il faudrait dire que nous avons annexé l'Alsace et la Lorraine aussi, tant qu'à faire, en 1918, vous voyez. C'est aussi risible. Non, alors le devenir de l'Ukraine, je crains, évidemment on peut craindre pour l'Ukraine une rectification de frontières importante du côté russe. Novorossiya va échapper, mais ce qu'on ne dit pas aussi va lui échapper. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que peut-être que la Pologne, qui n'a pas oublié que Staline lui a piqué la Galicie pour la mettre dans l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, qui n'ont pas oublié que Staline leur a pris des bouts de territoire pour agrandir l'Ukraine et en faire un pays qui n'a jamais existé. C'est en 1922, l'Ukraine existe, c'est une Ukraine bolchevique. Mais c'est une administration, une sous-administration du vaste empire soviétique. Ouais. Voilà. Alors, peut-être que les appétits vont revenir à la Pologne, d'autant plus qu'il y a des tensions énormes entre la Pologne et les Ukrainiens, outre l'aspect historique, parce que quand même Bandera, c'est-à-dire les chefs ultranationalistes qui sont des dieux vivants à Kiev pour la bande à Zelensky et ses copains néo-nazis, Bandera a été un assassin de Polonais, de Juifs, de Russes, et ça, il est en travers de la gorge, effectivement. Peut-être pour faire la transition avec l'Union européenne, on a appris ces derniers jours que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, veut faire main basse sur les fameux actifs gelés russes pour reconstruire l'Ukraine. Il y en aurait 183 milliards d'euros, elle veut en utiliser 140 milliards. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de décision? Vous voyez, ces milliards d'euros, ils sont chez Euroclear en Belgique. Et comme par hasard, la Belgique dit « Oh, mais attendez, ne nous pressons pas, il faut étudier la... » Oui, le Premier ministre a l'air assez inquiet. Mais forcément, parce que si jamais ça tourne au vinaigre et que les Russes demandent la restitution de ces avoirs, c'est pas la Belgique qui va payer. Alors, parlons clair, ces avoirs gelés, c'est quand même un vol d'argent auprès de la Russie. Je dérobe ton avoir. Mais maintenant, l'Europe, elle est en perpétuel déficit, en endettement énorme. Eh bien, elle se refinance à coût de centaines de milliards chaque année, quoi. Eh bien, à qui va-t-elle se tourner pour emprunter de l'argent ?
Les gens qui ont de l'argent, les Asiatiques, les pays arabes, est-ce qu'ils vont encore emprunter à des gens qui sont susceptibles de leur voler cet argent à tout moment ? Ils sont en train de faire une erreur gigantesque, du même tonneau que les erreurs qui consistaient à penser que la Russie était faible et qu'elle allait tomber vite. Et une troisième erreur, ce qui me tient à cœur, de penser que la Russie et l'URSS, c'est la même chose. Vous voyez, l'URSS, les valeurs de l'URSS, c'est le progressisme. Elle ne serait pas contre les aspects transgenres, culture woke, etc. C'est pour ça que finalement, curieusement, on a un renversement curieux. L'URSS est proche de nous, qui sommes en train tout simplement de construire une UE. RSS, ça c'est clair comme de l'eau de roche, une société néo-bolchevique, hein, une oligarchie complètement totalitaire, alors que les valeurs de la Russie de Poutine, eh bien, c'est Dieu, c'est la morale, c'est la famille, c'est les traditions, c'est-à-dire le conservatisme qui est complètement raccord avec tout ce que pensent les identitaires chez nous, les souverainistes, qui vont, dès les prochaines élections, faire dégager nos propres néoconservateurs qui ont suivi les néoconservateurs américains de Biden. Ils vont dégager et souhaitons, c'est la seule chose sensée à faire, que l'on va vite reconstituer l'axe Paris-Berlin-Moscou, économiquement parlant, qui s'était mis en place dès les années 2010 grâce au Nord Stream, grâce auquel on avait un gaz pas cher, sur lequel était bâtie toute la prospérité allemande. Et nous avions déjà investi en Russie. Renault avait pendant 25 ans capté 30% du marché des automobiles. Total y était. On aurait pu continuer aujourd'hui et être un partenaire avec les avancées nouvelles, les nouveaux terminaux, les nouveaux gazoducs, etc., que la Russie fait pour irriguer l'Asie. On aurait pu être partenaire de tout ça. Et Renault, on est parti avec 1 rouble symbolique, quoi, voilà. Tout cet effort qui a ruiné nos entreprises, eh bien, merci nos néoconservateurs, merci le président de la République. Donc, on peut se demander pour qui vraiment il roule. Un jour, vous savez, il a... Monsieur Duvillier a dit en parlant d'un repas qu'il avait partagé avec le président de Macron. Évidemment, Duvillier, lui, c'est le Puy du Fou, l'enracinement, la patrie. Et Macron de lui répondre, vous en êtes encore là? Le mépris. Non, c'est-à-dire que la patrie s'est dépassée. Ouais, Vive la mondialisation heureuse. Alors, vous proposez une reconstruction de notre modèle de croissance, Sergueï Kolesnikov. Pourquoi est-il en crise d'abord ? Voilà, alors là, c'est aussi quelque chose que les journalistes de plateau, je ne leur en veux pas parce que c'est leur boulot, ils sont dans l'immédiateté, mais ne peuvent pas voir parce que nous sommes d'abord notre prospérité des 30 Glorieuses, c'est le système de la consommation de masse et de la production de masse. C'est-à-dire c'est le Fordisme, c'est les convoyeurs qui font baisser le prix de tout ce qui est produit, et tout est produit à la chaîne. Ces hausses de productivité gigantesques permises par la deuxième révolution industrielle qui est au tournant du 19e et début 20e siècle, va permettre la hausse des salaires et donc la montée du pouvoir d'achat. Et donc, pourquoi elle ne fonctionne-t-elle plus ? Eh bien voilà, elle ne fonctionne plus tout simplement parce que nous sommes arrivés au bout du processus, au bout de ce que pouvait donner la deuxième révolution industrielle. Ouais. Et nous sommes maintenant en train... bêtement d'attendre, au lieu de la soutenir, la troisième révolution industrielle. Elle est là depuis pratiquement 50 ans.
Enfin, les premiers robots, c'est 1980, vous voyez. Ça va bientôt faire 45 ans quand même que la troisième révolution industrielle est là. Alors, c'est pas ce que dit Klaus Schwab, lui, il est dans les rêves. Mais la France a des industries avec des robots. On assemble des voitures avec des bras mécanisés, etc. Pour fabriquer les anciens objets de la deuxième révolution industrielle. Avec des robots de la troisième révolution industrielle, on fabrique des objets, comme les automobiles, de la deuxième révolution industrielle. Donc, on continue à se faire harakiri, quoi, parce que ça fabrique du chômage. Au lieu que la logique voudrait qu'avec les machines de la troisième et la technologie de la troisième révolution industrielle, nous fabriquions les objets de la troisième révolution industrielle. Et notamment tout ce qui est le secteur de la dépollution, ce qu'on appelle l'économie verte, elle est là, elle nous attend. Moi, je disais sans arrêt à mes élèves, vous voyez, quand j'étais professeur, nous sommes aussi stupides que cette mouche qui vient d'entrer par la fenêtre et qui va se cogner 1 heure durant face à tous les murs, alors que la baie vitrée est grande ouverte. Elle ne voit pas la sortie. Alors pourquoi nous ne voyons pas la sortie ? Parce que après cette crise du Fordisme, donc c'était concomitant avec la crise du pétrole de 1973, est arrivée la stagflation. Alors immédiatement, on a switché sur un autre paradigme, retour à l'économie de l'offre, à l'ultralibéralisme, avec Reagan, Thatcher, puis Helmut Kohl, Chirac, etc. C'est-à-dire que l'ultralibéralisme va se positionner en idéologie dominante. Alors, c'est vrai qu'il y en avait besoin un temps, mais nous mourrons de ce fait que l'idéologie, elle dure avec sa propre logique. Elle a duré beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, vous voyez. On aura autant besoin d'Adam Smith, donc le père du libéralisme, de Karl Marx, le père du communisme, que de la relance de Keynes, que de Schumpeter. Alors, exactement. Quel attelage. Quel attelage. Ça paraît un attelage de fou. Et pourtant, voilà, le tempo de l'économie n'est pas le tempo de l'idéologie. Ça ne va pas ensemble. Dans le marxisme, tout va ensemble, mais dans la réalité, non. Alors, quand la crise industrielle est arrivée, la crise de la deuxième révolution industrielle est arrivée, nous avons besoin de quoi ? Nous n'avions pas besoin du néolibéralisme, nous avions besoin de Schumpeter. C'est le seul qui a dit... C'est pas la fin des haricots, c'est les temps longs, les vagues longues du capitalisme. Maintenant, il faut aller vers la troisième révolution industrielle, la fameuse destruction créatrice. On détruit des emplois dépassés et on construit des emplois du futur. Aujourd'hui, on entend dire que l'intelligence artificielle va supprimer les emplois. Quelle bêtise! Ça fait depuis 1820 que David Ricardo a expliqué que ça ne sera pas le cas parce que la machine permet de baisser les prix et de sécréter du pouvoir d'achat pour acheter les produits nouveaux qui n'existent toujours pas. Donc on a besoin de Schumpeter, mais Schumpeter, tout le monde l'avait oublié. Parce qu'il y a une bataille des idées. Quand l'idéologie dominante est libérale, eh bien Schumpeter, on oublie ce que c'est. Marx, lui, Marx, il avait belle figure. L'Union soviétique s'écroule. Solzhenitsyn sort l'archipel du Goulag. On oublie vite fait parce que on s'aperçoit qu'on a adhéré à une utopie sanglante. Mais moi, je disais, mais l'intérêt de l'extrême gauche, elle n'est pas dans la prise du pouvoir, mais l'intérêt de l'extrême gauche, elle est là dans la critique. Et qui va critiquer le pouvoir en place et dire que les salaires ne sont pas assez élevés ? Parce que c'est la vérité, ils ne sont pas assez élevés. Eh bien, ce que les drapeaux rouges qui peuvent le dire. Et moi, je disais sans arrêt à mes élèves... Parce que on avait des vitres qui donnaient d'un côté sur la mer, de l'autre côté sur la rue, dans la ville. Est-ce que vous voyez des drapeaux rouges ? Non, monsieur, il n'y en a pas. Je dis, zut, alors on va rester dans la crise. Parce que seuls les drapeaux rouges, les manifestants communistes, la CGT, peuvent faire monter les salaires. Et le salaire, c'est la guérison. La montée des salaires, c'est la guérison du capitalisme. Avec la recréation d'un marché intérieur, on a accès enfin à la troisième révolution industrielle. Alors ensuite, on a
besoin de marque, de Keynes. Oui, attendez, mais d'abord de Smith. De Smith, parce que moi, je suis un pragmatique, je suis pas un idéologue, je sais très bien qu'il y a que le marché qui fonctionne. Hein. Le reste, c'est des utopies. Hein. La planification centralisée, tout le monde planifie. Hein. Les grandes firmes multinationales également planifient, mais dans le cadre d'une économie de marché. Donc, il faut laisser fonctionner l'économie de marché comme l'ont fait les Chinois. Ils sont toujours dans une économie où le pouvoir est au Parti communiste, mais ils ont, comme disait Deng Xiaoping, hein, peu importe que le chat noir soit noir ou blanc, du moment que ça fonctionne, qu'il attrape les souris. Donc, pour attraper les souris, il n'y a que le capitalisme, il n'y a que le marché. Donc, il faut laisser le marché respirer. Et nous, avec 58% de dépenses publiques, effectivement, on a tendance à l'étrangler. Et puis, le dernier, c'est Keynes. Parce que Keynes, il vous dit, une fois que le capitalisme il est tombé dans l'ornière, il va pas se sauver tout seul. Contrairement à ce que croit l'idéologie libérale. Parce que la notion même de crise dans l'idéologie libérale, on ne peut pas la penser. Il n'y a pas de crise. Le marché s'autorégule. Le marché, c'est magique. Eh ben non, c'est pas magique. Une fois que le marché est en crise, il faut l'en sortir avec une relance. Et c'est ce que font les Américains ou les Chinois. Eux, ils ont beau être à la racine de l'ultralibéralisme qu'ils ont lancé avec Reagan, quand il y a eu besoin, ils ont fait des vastes plans de relance keynésienne avec Biden, où aujourd'hui, c'est encore plus loin, puisque carrément, Trump aspire nos entreprises, nous oblige à investir aux États-Unis et pompe toute notre énergie vitale. Et nous assistons désespérés devant l'accumulation de l'aveuglement des bêtises vers lesquelles nous conduisent cette fameuse Commission européenne et les gens qui la soutiennent. Je ferai remarquer que Ursula von der Leyen, c'est quand même Macron qui a forcé à son élection au premier mandat, hein, parce que c'était pas elle qui était la préférée. Donc, vive le dégagisme et la fin des néoconservateurs en Union européenne. Oui, c'est leur dernier repère. Vive le dégagisme, et c'est la raison pour laquelle ce livre se termine sur une note super optimiste. Voilà, si on rebranche les tuyaux du Nord Stream, si on fait tomber les filtres idéologiques progressistes qui nous bouchent la vue de l'Union européenne, si on se tourne de manière sage et raisonnable, et si à nouveau on commence à avoir une véritable diplomatie et non pas des gens qui n'ont pas les yeux en face des trous, alors tout devient possible et l'optimisme est là, quoi. Levons-nous et demain, c'est pas l'international, hein, mais demain on va reconstruire l'Europe de l'Oural de l'Atlantique à l'Oural. Le général de Gaulle était un grand visionnaire. Lui qui disait d'ailleurs depuis longtemps, finalement les Américains vont se faire détester par tout le monde. Eh ben, on en est là. Merci Sergueï Kolesnikov. Votre remarquable ouvrage, Le choc Russie-Occident, un double éclairage économique et géopolitique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, vous pourrez suivre la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, salut. Bonjour et bienvenue, voici notre synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai « L'État veut rien savoir, mais l'État veut tout savoir ». Oh oui, l'État, il ne veut rien savoir de nos récriminations. Il ne veut rien savoir de ce que publient les réinformateurs
ceux qui, par exemple, avaient souligné que les hypothèses budgétaires 2023 et 2024 étaient bâties sur des prévisions plus que fantaisistes, notamment en termes de recettes fiscales. L'État ne veut rien savoir des critiques de notre politique étrangère qui semble complètement alignée sur celle des États-Unis. Enfin, États-Unis version néoconservateur ou warmonger de l'OTAN, avec cette prétendue hostilité, agressivité de la Russie à l'encontre de la France. Est-ce qu'on ne confondrait pas plutôt l'hostilité contre le gouvernement français avec une hostilité contre les Français? L'État ne veut rien savoir non plus de tous les questionnements du citoyen. Pourquoi les taxes vont-elles continuer d'augmenter en 2026 ? Ça va commencer évidemment par les prix des carburants. Et pourquoi est-ce que les services publics fonctionnent de moins en moins bien ? En fait, l'État, qui se confond avec l'Élysée, ne veut rien savoir des critiques et des mensonges dénoncés par ceux qui font preuve de vigilance. Et puis on sait que Internet a la mémoire longue. C'est d'ailleurs grâce à Internet que 407 mensonges, pas un de moins, du président ont été répertoriés, donc débunkés, par des médias qui ont effectivement dû passer pas mal de temps. Et puis, bien sûr, l'État ne veut rien savoir des critiques que lui adresse CNews. Alors, je vous avoue que je ne regardais pas beaucoup CNews. J'ai tendance à préférer regarder TVL. Mais depuis que l'Élysée et Matignon tapent à bras raccourcis sur CNews, c'est quand même à se demander si quelque part il n'y aurait pas un fond de vérité dans ce que Pascal Praud et d'autres chroniqueurs viennent présenter et qui démentent le narratif officiel. Oui, mais l'État, je l'ai dit, veut tout savoir. Tout savoir. Eh bien, désormais, sur l'argent que vous transmettez à vos enfants, neveux et nièces, petits-enfants. Il va falloir tout déclarer. Oh, pas pour que cela soit fiscalisé, bien entendu, pour l'instant. Mais on se doute bien que si on commence à coucher sur un CERFA, tout ce que l'on a transmis comme liquidité, une montre, des bijoux, pourquoi pas un bibelot, un tableau, quelques subsides pour partir en vacances. Bon, cette année, on déclare, mais on n'est pas imposé. L'année prochaine, qu'en sera-t-il ? Oui, l'État veut absolument tout savoir de ce qui concerne nos questions d'argent. Pour ce qui est de nos dépenses, il le sait presque déjà de façon automatique, puisque aussi bien les banques transmettent au fisc, à Bercy, les dividendes que vous avez pu encaisser, les plus-values que vous avez pu faire, eh bien Bercy peut parfaitement également vérifier si les sommes que vous dépensez sont cohérentes avec les revenus que vous percevez, revenus salariés, pour ceux qui ont un peu plus de patrimoine, les revenus locatifs et les revenus éventuellement obligataires et d'actions. Bref, l'État sait absolument tout, mais ne savait pas encore ce qui pouvait s'échanger au pied du sapin. Alors, quelle est la prochaine étape pour l'État ? Voudra-t-il connaître le nombre de cuillerées de sucre que l'on consomme chaque jour ? Combien on boit de soda, autre boisson sucrée ? Et oui, c'est une question de santé publique, puisque ça risque de nous donner le diabète. Est-ce que l'État veut savoir combien nous avons fait de pas dans la journée ? Faudra-t-il avoir fait un minimum de 2000 pas pour ne pas subir éventuellement une surtaxe d'inactivité, de sédentarité ? Et puis, que voudra-t-il savoir de plus ? La durée des préliminaires amoureux ? Que sais-je ? Oui, l'État devient de plus en plus intrusif. L'État ne veut rien savoir des reproches qu'on lui adresse, veut maîtriser le narratif.
Mais lorsque l'État décide de s'assurer la complète maîtrise des États, c'est qu'il ne maîtrise plus les éléments. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.